Vous vous êtes réveillé à 6 heures du matin. Vous avez pris une douche froide. Vous avez évité votre téléphone pendant 1 heure. Vous avez fait votre marche matinale, le regard fixé à l'horizon. Et malgré tout, vous vous sentez vide. Je sais exactement ce que vous ressentez, parce que moi aussi, j'ai suivi chaque protocole de Huberman à la lettre, chaque astuce dopaminique, chaque technique d'optimisation neuronale. Et je n'ai découvert la vérité que lorsqu'il était presque trop tard. L'erreur que personne n'a remarquée ne réside pas dans les protocoles. Elle se trouve dans l'idée même que la dopamine a besoin d'être optimisée. Jung connaissait déjà le secret de la dopamine il y a 100 ans, et ce qu'il a découvert va détruire tout ce que vous croyez savoir sur la motivation. Mais d'abord, dites-moi une chose. Combien de fois vous êtes-vous senti comme un cobaye suivant des protocoles? Combien de fois vous êtes-vous réveillé motivé par une nouvelle technique pour vous retrouver 3 semaines plus tard, exactement au même point de départ? J'ai passé 2 ans de ma vie dans ce cycle, 2 ans à poursuivre le prochain hack, le prochain protocole, la prochaine optimisation, jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui a tout changé. Une lettre que Jung a écrite en 1957 à un collègue américain, une lettre qu'aucun gourou de la productivité ne veut que vous lisiez, car elle révèle quelque chose de troublant sur la nature humaine. Dans cette lettre, Jung décrit un patient en particulier, un ingénieur de 38 ans qui avait transformé sa vie en une expérience d'optimisation. Une situation familière, n'est-ce pas? Ce patient se réveillait à 5h30, établissait des listes détaillées, chronométrait chaque activité, contrôlait la température ambiante, modulait son exposition à la lumière, mesurait constamment son rythme cardiaque, et malgré tout, il continuait à se sentir mort intérieurement. Jung a écrit une phrase qui m'a hanté pendant des semaines. L'homme moderne ne souffre pas d'un manque de plaisir, il souffre d'un excès de recherche du plaisir. Mais il y avait plus dans la lettre. Jung a observé quelque chose qu'aucun neuroscientifique moderne ne mentionne. Plus le patient optimisait les systèmes externes, plus il se déconnectait de sa sagesse intérieure, comme si chaque protocole construisait un mur entre lui et sa propre âme. Arrêtez-vous une seconde. Relisez cette phrase, car elle va vous faire exploser la tête, alors que Huberman vous apprend à moduler la dopamine. Jung a découvert que le problème était de vouloir la moduler, alors que vous apprenez à réguler les neurotransmetteurs. Jung a révélé que la régulation est la prison même. Mais voici ce que personne ne vous dit. Jung n'était pas contre la science. Il était l'un des premiers psychiatres à étudier le cerveau. La différence est qu'il comprenait quelque chose que la neuroscience moderne a oublié. Le cerveau n'est pas une machine à optimiser. C'est un mystère à vivre. Et c'est là que commence mon obsession. Parce que si Jung avait raison, alors chaque protocole de dopamine que vous suivez vous éloigne de la solution réelle. J'ai commencé à enquêter, j'ai plongé dans les archives de Jung, j'ai étudié les cas qu'il a documentés, et j'ai découvert quelque chose qui sonnera comme une hérésie pour tout adepte de Huberman. Les patients de Jung qui ont surmonté les addictions, la dépression et le manque de motivation n'ont jamais régulé leur dopamine. Ils ont fait quelque chose de complètement différent. Ils ont embrassé ce que Jung appelait la tension créatrice, la capacité de vivre avec des contradictions internes sans essayer de les résoudre immédiatement. Imaginez un arc tendu. La force de l'arc ne vient pas de détendre la corde, elle vient de maintenir la tension. Jung a découvert que la motivation authentique fonctionne exactement de la même manière. Mais cela contredit tout ce que vous avez appris, n'est-ce pas? Parce qu'on vous a appris qu'une faible dopamine est un problème, que l'ennui est un ennemi, que l'inconfort doit être éliminé. Jung savait que c'est un mensonge dangereux, parce que lorsque vous optimisez la dopamine, vous entraînez votre cerveau à dépendre de stimuli externes. Vous devenez un accro à la motivation, un mendiant neurologique. Et voici la partie la plus effrayante. Je l'ai testé dans ma propre vie.
Pendant 3 mois, j'ai abandonné tous les protocoles de Huberman. J'ai arrêté les douches froides. J'ai arrêté d'éviter mon téléphone. J'ai arrêté de tout chronométrer. Et à la place, j'ai appliqué la méthode de Jung. Les 15 premiers jours ont été infernaux. Mon esprit criait après la structure, après l'optimisation, après le contrôle. C'était comme si une partie de moi était en train de mourir. Mais Jung avait préparé ses patients à cela. Il appelait ça la nuit obscure de l'âme. Le moment où vous cessez de fuir le vide et où vous le confrontez enfin. Le 16e jour, quelque chose a changé. Un calme différent est apparu. Ce n'était pas la motivation forcée des protocoles. C'était quelque chose de plus profond, de plus réel. C'était comme si mon cerveau s'était souvenu comment fonctionner naturellement. Et alors j'ai compris ce que Jung voulait dire. La dopamine n'a pas besoin d'être optimisée. Elle a besoin d'être respectée, comme une force de la nature qui a ses propres cycles. Mais attendez, je ne dis pas que Huberman a complètement tort. Je dis qu'il s'attaque au mauvais problème. Huberman tente de réguler la dopamine. Jung enseignait à danser avec elle. La différence est subtile, mais révolutionnaire. Lorsque vous réglez, vous contrôlez de l'extérieur vers l'intérieur. Lorsque vous dansez, vous répondez de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que Jung a développé des techniques spécifiques pour cette danse. Des techniques que même les thérapeutes jungiens modernes ne comprennent pas complètement. La première technique, il l'appelait amplification. Ce n'est pas de la méditation, ce n'est pas de la pleine conscience. C'est quelque chose de beaucoup plus radical. Vous prenez un moment de faible dopamine, un moment d'ennui ou de vide, et au lieu de fuir, vous amplifiez, vous plongez plus profondément, vous explorez la texture du vide. Cela semble fou. Jung a testé cela avec des centaines de patients, et les résultats étaient cohérents. Après des semaines à amplifier le vide, quelque chose d'extraordinaire a émergé. Une source d'énergie interne qui ne dépendait pas de stimuli externes. Une motivation qui venait de l'être même. Non pas de la dopamine régulée, mais de l'âme intégrée. Mais voici le problème. Cette approche exige quelque chose que notre culture déteste. La patience, la confiance dans le processus, l'acceptation que la vraie croissance est lente. Et c'est pour ça que personne n'enseigne Jung. Parce que ça ne correspond pas au modèle des résultats en 30 jours. Ça ne génère pas de clic avec 3 étapes simples. C'est un chemin qui exige une maturité émotionnelle. Mais les résultats sont permanents. Parce que lorsque vous cessez d'optimiser la dopamine et que vous commencez à la comprendre, vous découvrez quelque chose que Huberman ne mentionne jamais. La dopamine n'est pas seulement une question de plaisir et de motivation, c'est une question de sens, et le sens ne peut pas être piraté, il ne peut qu'être vécu. Jung a découvert que les personnes ayant une motivation authentique avaient une chose en commun. Elles avaient cessé de rechercher le bonheur et avaient commencé à rechercher la plénitude. La différence est simple. Le bonheur dépend des circonstances. La plénitude vient de l'acceptation de toutes les parties de soi, y compris les parties sombres que vous essayez d'optimiser. Et lorsque vous embrassez la plénitude, la dopamine se régule naturellement, sans protocole, sans hack, sans lutte constante. C'est comme si votre cerveau se souvenait de ce que signifie être humain. Mais cela nous amène à l'aspect le plus controversé du travail de Jung, quelque chose qui peut sembler dérangeant pour les esprits modernes. Jung croyait que la dépression, l'ennui et le manque de motivation ne sont pas des problèmes à résoudre, ce sont des messages à écouter. Des messages provenant d'une partie plus profonde de vous-même qui tente de communiquer quelque chose de vital, quelque chose que votre mental, inconscient, obsédé par l'optimisation, refuse d'entendre. Et si votre faible taux de dopamine n'était pas un bug à corriger, mais une fonctionnalité à comprendre? Cette question a changé ma vie, car j'ai cessé de lutter contre mes états internes
et j'ai commencé à collaborer avec eux. Lorsque je ressentais de l'ennui, je me demandais « qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Lorsque je ressentais le vide, je me demandais « quelle partie de moi est négligée ?» Et les réponses qui arrivaient étaient plus profondes que n'importe quel protocole dopaminique. J'ai découvert que mon ennui provenait d'une vie qui n'était pas véritablement la mienne. Mon vide signalait que je poursuivais des objectifs externes au lieu d'un but interne. Jung appelait cela l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes réellement, au lieu de qui vous pensez devoir être. Et voici le paradoxe magnifique. Lorsque j'ai cessé d'essayer d'être motivé, j'ai trouvé une motivation réelle. Lorsque j'ai cessé de rechercher la dopamine, elle a commencé à circuler naturellement, non pas de manière forcée ou artificielle, mais de manière organique, comme l'eau qui trouve son propre cours. Et alors j'ai compris le véritable génie de Jung. Il n'essayait pas d'optimiser la psyché humaine, il essayait de la libérer. Car la psyché, lorsqu'elle est libre d'interférences constantes, s'autorégule comme un écosystème naturel qui trouve son propre équilibre. Mais notre culture vous a appris au contraire, elle vous a appris que vous devez être le PDG de votre propre esprit, l'optimiseur en chef de vos neurotransmetteurs. Jung savait que c'est une illusion dangereuse, car l'esprit conscient n'est que la partie émergée de l'iceberg. La majeure partie de votre psyché opère en deçà de la conscience. Et lorsque vous essayez de tout contrôler consciemment, vous vous battez contre 90% de vous-même. C'est comme essayer de conduire une voiture en ne tenant que le volant, en ignorant le moteur. Les freins, la transmission, Jung apprenait à ses patients à coopérer avec toute leur psyché, consciente et inconsciente, lumière et ombre, ordre et chaos. Et lorsque cette coopération avait lieu, la motivation émergeait naturellement, non pas comme quelque chose de forcé de l'extérieur, mais comme une expression authentique de qui ils étaient vraiment. Mais pour y arriver, vous devez traverser quelque chose que notre culture évite à tout prix. Vous devez affronter vos propres contradictions internes. Jung appelait cela la conjunctio, l'union des opposés en vous, la capacité d'être simultanément fort et vulnérable, confiant et incertain, motivé et en paix avec le vide. Et voici où Huberman et Jung se séparent complètement. Huberman tente d'éliminer les contradictions par le biais de protocoles. Jung apprenait à danser avec elles, parce qu'il a découvert quelque chose de révolutionnaire. L'énergie vitale ne provient pas de la résolution des contradictions, elle provient de leur maintien en tension créatrice, comme un musicien qui n'essaie pas d'éliminer la tension entre les notes, mais l'utilise pour créer une mélodie. Et lorsque vous apprenez cette danse, quelque chose de magique se produit. Vous cessez d'avoir besoin d'une motivation extérieure, car vous trouvez une source interne qui ne s'épuise jamais. Une source qui ne dépend pas d'une dopamine optimisée, mais d'une vie pleinement vécue. Mais voici où vous vous dites peut-être, cela semble très abstrait, très philosophique. J'ai besoin de quelque chose de pratique. Et je comprends, car j'ai pensé exactement la même chose, jusqu'à ce que je découvre que Jung était obsédé par l'application pratique, à tel point qu'il a développé des techniques spécifiques que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. La première technique s'appelle l'imagination active, et ce n'est rien de semblable à la visualisation que vous connaissez. Ce n'est pas une affirmation positive, ce n'est pas une manifestation de désir, c'est quelque chose de beaucoup plus radical et puissant. L'imagination active est un dialogue direct avec votre inconscient, une méthode pour accéder à la sagesse que votre esprit conscient ignore. Jung utilisait cela pour guérir les dépendances, la dépression et le manque de but dans des cas que d'autres thérapeutes considéraient comme impossibles. Cela fonctionne ainsi. Vous vous asseyez en silence, de préférence à la même heure pendant quelques jours, sans essayer de méditer, sans essayer de vider votre esprit.
Au lieu de cela, vous invitez les images à apparaître naturellement, comme s'il s'agissait d'un cinéma intérieur dont vous ne saviez jamais l'existence. Et lorsqu'une image apparaît, vous ne l'analysez pas, vous n'essayez pas de l'interpréter. Vous lui parlez, comme s'il s'agissait d'une personne réelle assise en face de vous. Vous posez des questions, vous écoutez les réponses, vous établissez un dialogue authentique. Cela semble fou. Jung a documenté des milliers de cas où cette technique a révélé des aperçus qui ont complètement changé des vies, des aperçus qu'aucun protocole de dopamine n'aurait jamais pu générer, car ces aperçus provenaient d'une intelligence plus profonde que l'esprit rationnel. Mais voici ce que Jung a découvert et qui va vous choquer. Les images qui apparaissent dans l'imagination active savent des choses que vous ne savez pas consciemment. Elles connaissent les solutions à des problèmes que votre esprit logique ne peut pas résoudre. Parce que voici le secret qu'Huberman ne comprend pas. La motivation réelle ne provient pas de neurotransmetteurs équilibrés. Elle provient de l'alignement avec votre véritable moi. Et votre véritable moi n'est pas dans votre esprit conscient. Il est dans le dialogue entre le conscient et l'inconscient. Je me souviens d'un patient de Jung appelé Herbert, un cadre de 45 ans dans une entreprise manufacturière suisse. Herbert avait essayé toutes les méthodes de productivité de l'époque: chronomètre, liste détaillée, routine, militaire, technique de concentration. Il en était arrivé à diviser sa journée en blocs de 15 minutes. Rien ne fonctionnait. Chaque matin, il se réveillait épuisé. Chaque soir, il dormait en ayant le sentiment d'avoir gâché une autre journée. Sa femme disait qu'il ressemblait à un fantôme essayant d'être productif. Jung a demandé à Herbert de pratiquer l'imagination active pendant 30 jours. Le premier jour, rien. Le deuxième, seulement des fragments confus. Mais le troisième jour, une image est apparue claire comme un film, un loup magnifique enfermé dans une cage dorée. La cage était belle, ornée, mais c'était quand même une prison. Herbert a parlé au loup. Il lui a demandé pourquoi il était emprisonné. Le loup l'a regardé avec des yeux tristes et lui a répondu quelque chose qui a tout changé. Parce que vous ne me nourrissez qu'avec l'approbation des autres. Et l'approbation des autres est une nourriture empoisonnée. Cette phrase a explosé l'esprit d'Herbert. Il a réalisé que tout son manque de motivation provenait du fait qu'il vivait pour les attentes extérieures. Ce n'était pas de la paresse, ce n'était pas une carence en dopamine. C'était une sagesse intérieure, signalant un profond désalignement avec sa vraie nature. Le loup a continué. « Vous voulez me libérer? Cessez de me donner de la nourriture empoisonnée. Nourrissez-moi avec ce qui vous anime. » Genuinement. En 6 mois, Herbert avait radicalement changé de carrière. Il avait quitté la manufacture pour devenir artisan ébéniste, quelque chose qu'il avait toujours rêvé de faire, mais qu'il considérait comme improductif. Et pour la première fois depuis des décennies, il ressentait une énergie genuine, non forcée, non optimisée, authentique, comme le souffle de la vie. Mais Herbert fit quelque chose qui va vous étonner. Il abandonna toutes ses habitudes de productivité. Il cessa de chronométrer chaque seconde. Il arrêta de se forcer à suivre des routines rigides et pourtant, il devint plus productif que jamais. Car la vraie productivité ne provient pas d'une discipline extérieure. Elle naît de l'accomplissement de sa vocation profonde. Et comment découvrir sa véritable vocation? Jung a développé une seconde technique révolutionnaire. Il l'appelait « suivre l'énergie ». C'est radical dans sa simplicité. Au lieu de forcer la motivation par la discipline, on observe où elle jaillit naturellement. Au lieu de lutter contre la résistance comme un guerrier, on explore ce qu'elle protège, tel un détective. Jung a remarqué quelque chose de fascinant. Les personnes authentiques possédaient une signature énergétique unique. Certaines activités les dynamisaient instantanément. D'autres
les vidait d'énergie, même si elles étaient importantes. Et cette différence n'avait rien à voir avec la difficulté ou la facilité de la tâche. J'ai testé cela moi-même de manière radicale, une expérience qui a failli me coûter certains de mes rapports. Pendant 1 mois entier, je n'ai fait que des choses qui me procuraient une énergie naturelle. J'ai ignoré mes listes de tâches, j'ai ignoré le « je devrais », j'ai ignoré mes obligations sociales. Je ne suivais que l'énergie authentique qui émergeait spontanément. Ce fut terrifiant. Car notre culture nous programme à profondément méfier de nos propres impulsions. Elle nous enseigne que la discipline est tout, que la force de volonté est la vertu suprême, que si l'on suit son énergie naturelle, on deviendra paresseux et irresponsable. Jung savait que c'est un mensonge culturel destructeur. Une force de volonté constante est le symptôme d'une vie mal vécue. Lorsque vous êtes aligné avec votre véritable soi, la motivation jaillit naturellement. Comme l'eau d'une source souterraine. Mais durant les premiers jours où je suivais mon énergie, mon esprit a sombré dans la panique la plus totale. Et si je ne fais plus jamais rien de productif? Et si je deviens un vagabond? Et si je déçois tous ceux qui me font confiance? Jung appelait cela la résistance de l'ego. La part de vous programmée pour le contrôle tente de saboter le processus d'individuation. Mais j'ai persévéré. Et au 12e jour, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais jamais connue. Je savais exactement ce que je devais faire. Non parce que quelqu'un me l'avait dit, mais parce que mon être entier était aligné avec cette action. C'était comme si ma psyché avait cessé de lutter contre elle-même. Et toute l'énergie gaspillée dans les conflits internes affluait maintenant vers mes véritables objectifs. Pour la première fois, j'ai compris ce que Jung voulait dire. Lorsque vous cessez d'optimiser la dopamine et que vous commencez à suivre votre sagesse intérieure, la vie devient effortless. Non pas effortless au sens de facile, effortless au sens de sans friction interne, car la friction ne vient pas des défis externes, elle provient d'une guerre contre des parties de soi-même. Et c'est ici que Jung devient vraiment controversé. Il a découvert que les parties que nous rejetons le plus sont celles qui contiennent notre plus grande énergie gaspillée. Jung appelait cela l'ombre, les aspects de nous-mêmes que nous considérons comme inacceptables, la paresse, la colère, l'égoïsme, la luxure, l'envie, l'arrogance, toutes ces qualités que notre éducation nous a apprises à cacher ou à éliminer. Mais Jung a fait une découverte choquante. Ces qualités négatives ne sont pas des défauts à corriger. Ce sont des énergies mal dirigées à transformer. Huberman vous enseigne à supprimer ces parties par une discipline rigoureuse. Jung enseignait à les intégrer par une acceptation consciente. La différence est révolutionnaire et contredit tout ce que vous avez appris sur le développement personnel. Lorsque vous supprimez, vous dépensez une énergie monumentale à lutter contre vous-même. C'est comme conduire avec le frein à main tirée. Lorsque vous intégrez, vous transformez l'énergie de l'ombre en carburant pour vos objectifs authentiques. Mais comment faire cela sans devenir une personne terrible? Jung a développé une troisième technique qui peut sembler hérétique, le dialogue avec l'ombre. Cela fonctionne ainsi. Vous identifiez un trait que vous détestez profondément en vous-même. La paresse, par exemple. Au lieu de lutter contre elle comme un ennemi, vous lui parlez comme s'il s'agissait d'une partie blessée de vous qui a besoin d'être entendue. Posez des questions avec une curiosité genuine. Que cherches-tu à me protéger? Ou quel besoin légitime représentes-tu que j'ignore? Les réponses vont vous étonner, car la paresse est souvent une sagesse déguisée. Votre inconscient vous dit « Tu poursuis des objectifs qui ne sont pas les tiens. Je te protège de gaspiller ta vie dans des choses qui n'ont pas d'importance. » Je me souviens d'une patiente de Jung qui a documenté ce processus en détail. Maria.
Une écrivaine allemande de 32 ans qui se torturait à cause d'une paresse constante. Elle avait publié 2 livres à succès commercial, mais chaque nouveau projet était une bataille épique. Elle passait des heures assise devant sa machine à écrire sans parvenir à produire une seule ligne. Elle se sentait coupable, improductive, comme si quelque chose était fondamentalement brisé en elle. Elle en était arrivée à prendre des stimulants pour forcer sa créativité. Jung lui a demandé de faire quelque chose de radical. Au lieu de lutter contre la paresse, de lui parler, de découvrir ce qu'elle essayait de communiquer. Maria a résisté pendant des semaines. C'est absurde. La paresse est la paresse. J'ai besoin de discipline, pas de conversation avec mes défauts. Mais Jung a insisté. Et lors du premier dialogue, quelque chose de surprenant a émergé. La paresse avait une voix claire et directe. Je te protège d'écrire des choses que tu détestes. Je garde ton énergie pour écrire ce que tu veux vraiment. Maria fut choquée. Mais je dois gagner de l'argent, je dois répondre aux attentes des éditeurs. La paresse répondit, et c'est pour ça que je suis là, pour t'empêcher de prostituer ton talent. Ton âme d'écrivaine refuse d'écrire ce qui ne la motive pas. Je suis ce refus manifesté. Pour la première fois, Maria comprit qu'elle essayait d'écrire des livres commerciaux qu'elle détestait profondément. Sa paresse était une résistance créatrice, une protection de l'âme contre la trahison artistique. Quand elle a commencé à écrire ce qui la motivait vraiment, la paresse a disparu instantanément. Elle a été remplacée par un flux créatif naturel qui semblait provenir d'une source inépuisable, non pas parce qu'elle avait optimisé sa dopamine, mais parce qu'elle avait cessé de lutter contre sa propre nature créatrice. Et voici l'insight, le plus profond de Jung. Les symptômes psychologiques ne sont pas des problèmes à résoudre. Ils sont une intelligence intérieure qui essaie de vous guider. L'anxiété vous dit que quelque chose est désaligné. La dépression signale que vous vivez la vie de quelqu'un d'autre. L'ennui indique que vous sous-estimez votre potentiel. Mais notre culture vous enseigne à médicamenter les symptômes, à optimiser les neurotransmetteurs, à supprimer les signaux internes. Jung voyait cela comme une violence contre l'âme, car lorsque vous silenciez les symptômes, vous silenciez la sagesse. Et lorsque vous silenciez la sagesse, vous perdez l'accès à la source de la motivation authentique. Mais voici où l'approche de Jung devient encore plus radicale. Il a découvert que l'énergie psychique fonctionne exactement comme l'énergie physique. Elle ne peut être créée ni détruite, seulement transformée d'une forme à une autre. Cela signifie que toute l'énergie que vous dépensez à lutter contre vous-même pourrait être redirigée vers vos véritables objectifs. Toute l'énergie gaspillée en autocritique pourrait alimenter la créativité. Toute l'énergie perdue dans la culpabilité pourrait générer une action authentique. Imaginez découvrir que vous aviez un moteur V8 fonctionnant en vous, mais que vous n'utilisiez que 2. À cylindre, les 6 autres étant gaspillés dans des conflits internes, de l'autoréprobation, une résistance à des parties de vous-même, une guerre civile psychologique. Jung a estimé que les personnes en conflit interne constant n'utilisent que 20 à 30% de leur énergie totale disponible. Le reste se perd en friction interne, comme une voiture avec les freins bloqués essayant d'accélérer. Et la clé pour accéder à tout votre potentiel énergétique. Cessez d'être l'ennemi de vous-même. Commencez à être l'allié de toutes vos parties, même celles que vous considérez comme problématiques ou gênantes. Car chaque partie rejetée porte une part de votre énergie vitale. Et lorsque vous les réintégrez consciemment, cette énergie devient disponible pour vos projets authentiques. Jung appelait cela la fonction transcendante, la capacité de maintenir les opposés en tension créatrice sans essayer de les résoudre prématurément. Et cela pourrait être la découverte la plus révolutionnaire de la psychologie humaine. Pensez-y, notre culture vous enseigne que les contradictions sont des problèmes, que vous devez choisir, être fort ou vulnérable, confiant ou humble,
motivé ou en paix avec le vide. Jung a découvert que c'est un mensonge destructeur, car la maturité psychologique ne vient pas de la résolution des contradictions. Elle vient de l'apprentissage à danser avec elles. Comment être simultanément ambitieux et patient, confiant et humble, motivé et en paix avec les moments de vide, moments assertif et réceptif, planificateur et spontané. Ce n'est pas de la confusion mentale, c'est de la sophistication émotionnelle. Et lorsque vous développez la fonction transcendante, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de gaspiller de l'énergie en essayant d'être une seule chose, et vous commencez à accéder au pouvoir d'être multiples facettes en harmonie. C'est comme un orchestre. Chaque instrument a sa voix unique. Mais la magie se produit lorsque tous jouent ensemble en harmonie, non pas en éliminant des instruments, mais en coordonnant les différences. Lorsque la fonction transcendante s'active, la dopamine se régule naturellement, car il n'y a plus de guerre interne qui consomme de l'énergie. Tous les aspects de vous collaborent au lieu de rivaliser. Mais nous arrivons à l'aspect le plus perturbant du travail de Jung, quelque chose qui pourrait détruire votre vision du monde actuel. Jung a découvert que l'obsession moderne pour l'optimisation est le symptôme d'une blessure culturelle profonde. Notre société a perdu le contact avec le sacré, avec le mystère, avec l'acceptation que tout n'a pas besoin d'être contrôlé. Et lorsque vous perdez le contact avec le sacré, vous développez une compulsion au contrôle, une tentative désespérée de créer du sens par l'optimisation. Mais le sens ne vient pas du contrôle, il vient de l'abandon. Abandon non pas comme passivité, mais comme coopération avec des forces plus grandes que votre esprit conscient. Jung appelait ces forces le soi, avec un S majuscule, la totalité de votre psyché, consciente et inconsciente, individuelle et collective. Et lorsque vous apprenez à coopérer avec le soi, la vie devient une danse. Vous cessez de forcer, vous commencez à fluer, comme un surfeur qui ne lutte pas contre la vague, mais la chevauche. Mais pour y arriver, vous devez passer par quelque chose que notre culture considère comme une hérésie. Vous devez admettre que vous n'êtes pas en contrôle, que votre esprit conscient n'est qu'un petit dirigeant dans une entreprise beaucoup plus grande. Et lorsque vous acceptez cela, quelque chose de libérateur se produit. Vous cessez d'essayer d'être le PDG de vous-même et vous devenez un collaborateur de votre propre totalité. C'est à ce moment que la motivation authentique émerge, non pas comme quelque chose que vous produisez, mais comme quelque chose que vous permettez, comme la respiration. Vous ne forcez pas l'air à entrer dans vos poumons. Vous supprimez les obstacles et la respiration se produit naturellement. Jung a découvert que la motivation fonctionne de la même manière. Vous ne la produisez pas, vous supprimez les obstacles internes et elle coule. Mais quels sont ces obstacles qui bloquent la motivation naturelle? Jung en a identifié 3 principaux qui apparaissent dans pratiquement tous les cas de manque d'énergie authentique. Premièrement, le besoin d'approbation externe. Lorsque vous vivez pour la validation des autres, vous perdez la connexion totale avec la motivation interne. C'est comme essayer de conduire en regardant seulement dans le rétroviseur. Vous vous déplacez, mais vous ne savez pas vraiment où vous allez. Jung a observé que les personnes dépendantes de l'approbation développent un type spécifique d'épuisement. Elles sont toujours en train de performer, toujours en train d'ajuster leur comportement en fonction des réactions externes. Et cela draine l'énergie vitale de manière brutale. Deuxièmement, la peur paralysante d'échouer. Lorsque vous évitez les risques à tout prix, vous évitez également les possibilités de croissance authentique. Jung a découvert que la peur d'échouer est souvent une peur déguisée de découvrir qui vous êtes vraiment. Car si vous n'essayez jamais, vous n'avez jamais besoin de confronter vos limites réelles. Mais il y a quelque chose de plus subtil ici. Les personnes qui ont peur d'échouer deviennent des perfectionnistes. Et le perfectionnisme
est une forme sophistiquée de procrastination. Vous retardez l'action réelle indéfiniment sous prétexte de ne pas être encore prêt. Troisièmement, l'identification totale avec la persona. Lorsque vous confondez qui vous êtes avec le masque que vous utilisez socialement, Jung savait que la persona est nécessaire au fonctionnement social. Mais elle devient toxique lorsque vous oubliez que ce n'est qu'un masque. Les personnes identifiées à la persona vivent dans la peur constante d'être découvertes. Elles dépensent une énergie monumentale à maintenir une image qui n'est peut-être même pas authentique. Et cet entretien consomme des ressources qui pourraient alimenter des projets réels. Supprimer ces obstacles n'est pas facile. Cela exige du courage psychologique pour décevoir les autres, pour échouer publiquement, pour montrer des parties imparfaites et vulnérables de soi-même, pour admettre que vous ne savez pas tout, pour être humain au lieu d'être parfait. Mais lorsque vous faites cela, quelque chose de magique se produit. L'énergie qui était piégée dans l'entretien des masques devient disponible pour l'expression authentique. Et l'expression authentique génère une motivation naturelle, parce que vous faites ce que vous êtes venu faire, pas ce que vous devriez faire, pas ce que les autres attendent, ce que vous êtes né pour exprimer. Jung a passé sa vie à étudier les personnes qui ont trouvé cette source interne, et il découvrit un schéma constant qui contredit tout ce que notre culture nous enseigne. Tous avaient traversé ce qu'il appelait une mort de l'ego. Un moment précis où ils ont cessé d'essayer de tout contrôler et se sont abandonnés au processus mystérieux de devenir qui ils étaient vraiment. Pas une mort physique, mais la mort de l'illusion que vous êtes aux commandes absolues de votre vie, de ce besoin compulsif d'optimiser chaque aspect de votre existence, de cette croyance que le bonheur provient d'un contrôle extérieur. Ce processus a des étapes identifiables. D'abord vient la résistance. Votre esprit conscient lutte désespérément pour maintenir le contrôle. Il crée plus de protocoles, plus d'optimisation, plus de systèmes. Puis vient l'effondrement, le moment où vous réalisez que rien de tout cela ne fonctionne vraiment, que vous êtes épuisé d'être le PDG de vous-même, que quelque chose doit mourir pour que quelque chose de plus grand puisse naître. Ensuite vient l'abandon, non pas comme une démission, mais comme une humble reconnaissance qu'il existe une intelligence supérieure qui opère à travers vous, et que votre travail n'est pas de contrôler cette intelligence, mais de coopérer avec elle. Et lorsque l'ego meurt, quelque chose de plus grand naît, une version de vous alignée avec la totalité de votre psyché. Jung appelait cela une renaissance. Et les personnes qui ont traversé ce processus n'ont plus jamais eu besoin de motivation extérieure parce qu'elles avaient trouvé la source, et la source est inépuisable. Maintenant, arrêtez. Respirez profondément, parce que ce que je vais vous demander pourrait changer votre vie. Et si toute votre quête d'optimisation, de la dopamine, était une façon d'éviter cette rencontre avec votre véritable moi, et si tous les protocoles, les astuces et les techniques étaient des distractions sophistiquées du véritable travail d'individuation, Jung savait que c'est la vérité la plus difficile à accepter, que la véritable croissance ne vient pas d'ajouter des choses à votre vie, mais d'enlever ce qui n'est pas vraiment vôtre. Comme un sculpteur qui n'ajoute pas de matière au marbre, mais enlève tout ce qui n'est pas la statue. Et lorsque vous enlevez tout ce qui n'est pas vraiment vous, ce qui reste est une source inépuisable d'énergie authentique. Pas de dopamine régulée, pas de motivation forcée, mais l'expression naturelle de qui vous êtes lorsque vous cessez de prétendre être quelqu'un d'autre. Jung appelait cela l'individuation complète. Et les personnes qui y arrivaient rayonnaient d'une qualité particulière. Elles ne semblaient pas s'efforcer de vivre. Elles semblaient être vécues par quelque chose de plus grand,
comme un arbre qui ne fait pas d'effort pour pousser. Il exprime simplement sa nature intrinsèque. Et peut-être, juste peut-être, c'est là la véritable optimisation que notre époque a perdue. Non pas optimiser la dopamine comme s'il s'agissait d'une ressource rare à gérer, mais optimiser l'authenticité comme s'il s'agissait de la seule monnaie qui compte vraiment. Non pas réguler les neurotransmetteurs comme un technicien qui ajuste une machine, mais réguler l'alignement avec votre véritable moi comme un artiste qui trouve sa voix unique. Parce que lorsque vous vivez dans une authenticité complète, quelque chose de magique se produit. L'énergie coule naturellement comme une rivière qui rencontre la mer. La motivation surgit spontanément comme le soleil qui se lève. Le but se révèle organiquement comme une fleur qui s'épanouit. Et vous comprenez enfin ce que Jung a découvert il y a 100 ans. Ce qu'il a vu chez ses patients les plus transformés. Ce qu'il a expérimenté dans son propre voyage d'individuation. Le secret n'a jamais été de contrôler la dopamine, jamais d'optimiser la neurochimie, jamais de forcer la motivation par des protocoles externes. Le secret était de libérer l'âme, de permettre à votre essence la plus profonde de respirer enfin, de cesser d'être l'ennemi de vous-même et de commencer à être le collaborateur de votre propre totalité. Et l'âme libérée n'a besoin d'aucun protocole, n'a besoin d'aucune astuce, n'a besoin d'aucune optimisation. Elle brille simplement, comme elle a toujours brillé, comme elle a toujours attendu de briller. Le seul protocole dont vous avez vraiment besoin, c'est de vous souvenir de qui vous êtes lorsque personne ne vous regarde.